Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire mon bilan de l'année 2021 en termes de lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 lectures qui ont marqué mon année dans le sens positif. À l'origine j'avais également pensé à inclure mes pires lectures de l'année, mais je me suis dit que c'était pas forcément pertinent, j'avais pas forcément envie d'enfoncer le clou. Et si vous souhaitez retrouver mes mauvaises lectures de cette année, vous retrouverez bien évidemment tous mes avis lecture sur la chaîne. Et le cas échéant, vous pouvez bien sûr m'envoyer un petit message ou un petit commentaire si vous avez des questions. Les 10 lectures que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont absolument pas présentées dans un quelconque ordre de préférence. Pour m'organiser et retrouver mes idées de façon logique, je les ai simplement classées par ordre chronologique de lecture, mais il n'y a absolument pas de préférence, je le dis encore une fois, ce sont toutes des lectures qui m'ont marqué pour leurs propres raisons, qui m'ont toutes fait vibrer, qui m'ont toutes fait vivre de belles émotions, et vous allez voir également qu'il y a un joli mélange, on a du thriller, du fantastique, de la SF, si il y en a, et de l'historique également, donc vous voyez un joli florilège pour cette année 2021. Ça a été une très belle année dans la mesure où j'ai lu 119 livres cette année. Je suis presque arrivée à une moyenne de 10 livres par mois, ce qui est franchement beaucoup pour moi, donc je suis très contente. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de pépites. Vous les avez déjà croisées sur ma chaîne cette année, mais j'avais quand même envie de vous en reparler de manière regroupée, ça peut vous faire des idées de lecture pour 2022. Allez, on traîne pas trop et on commence tout de suite avec ma première lecture pour ce top, qui a été un de mes premiers coups de cœur de l'année 2021. Il s'agit de Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Ce livre n'est évidemment plus à présenter, je voulais juste vous le remontrer ici parce que ça a été vraiment un très beau coup de cœur. On suit donc la vie de Anne et ici on est sur la première partie de ses aventures quand elle va être adoptée par les Cuthbert dans leur ferme au Canada, et donc on va la suivre petit à petit grandir, et ce tome couvre environ la première partie de son adolescence. J'ai ensuite enchaîné sur le tome 2. Il me tarde de lire le tome 3, j'adore, c'est une petite bulle de réconfort, c'est très doux, c'est très drôle, c'est très touchant, c'est bien écrit. Si vous souhaitez un premier classique pour vous lancer en anglais, et bah écoutez, ça fait partie des plus accessibles parce que forcément c'est un des plus modernes. Que ça soit pour des enfants, des ados ou des adultes, c'est une lecture réconfort parfaite et qui fait vraiment beaucoup de bien quelle que soit la saison. Ensuite, là encore, je vous rabats les oreilles à peu près dans le quart de mes vidéos, si ce n'est le tiers, avec cette saga. J'ai choisi de mettre dans ce top The Shadow Sister de Lucinda Riley. On est ici sur le tome 3. Alors d'une part parce que c'est celui que j'ai lu en premier en 2021, les deux autres je les avais lus en 2020, mais surtout parce que c'est celui qui m'a le plus plu de toute la saga. On suit ici l'histoire de Star, qui est donc la sœur un petit peu timide, un petit peu effacée, donc la sœur de l'ombre dans les Sœurs d'Apliez, et dans le passé on va suivre son ancêtre, donc Flora McNichols, qui va se retrouver mêlée à des histoires qui impliquent entre autres la royauté britannique, et qui va également croiser sur sa route Beatrix Potter, qui est bien évidemment l'autrice de Peter Rabbit. J'ai adoré ce tome, c'est vraiment mon préféré de la saga, c'est celui qui m'a le plus parlé, le plus touché. Tous les tomes des 7 sœurs m'ont parlé pour leurs propres raisons, mais celui-là en particulier, je trouve que c'est un des plus beaux, un des plus touchants, et aussi qu'il est très bien équilibré, et que la partie historique, comme d'habitude, est passionnante, mais celle-là en particulier, j'ai trouvé qu'elle était très bien construite. Ensuite, une saga que j'étais très triste de quitter, j'ai lu au mois de juin Broadway Limited, le tome 3, Un thé avec Grace Kelly de Malika Ferjuk. On est donc ici sur une saga jeunesse young adult. On se trouve à la fin des années 40, juste après la guerre, on se trouve aux États-Unis comme laisse penser le titre, et on va suivre Jocelyn, qui est un jeune garçon français qui a décidé d'immigrer aux États-Unis pour y faire carrière, et il se cherche une place dans une pension, et il va envoyer des demandes par écrit, et une réponse va lui revenir positivement, sauf que en fait il y a eu un quiproquo parce que Jocelyn en anglais ça se prononce Jocelyn, et Jocelyn c'est bien évidemment un prénom féminin, donc il va se retrouver dans une pension exclusivement féminine, la pension Giboulet, et dans ces 3 tomes on suit tous ces pensionnaires ainsi qu'évidemment Jocelyn. Toutes ces pensionnaires sont très hautes en couleur, on a des danseuses, des chanteuses de cabaret, on suit également le personnel de la maison ainsi que ses 2 propriétaires. C'est une histoire très drôle, très touchante, très intelligente, très bien menée comme toujours chez Malika Ferjuk. Si vous cherchez une saga qui a du punch et qui a des personnages qui sont vraiment très lumineux, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à cette saga, c'est lumineux. Ce n'est pas parce que c'est publié à l'école des loisirs que c'est une saga réservée à la jeunesse, loin de là. Malika Ferjuk, c'est vraiment accessible et adressé à tout le monde. Il y en a pour tous les âges, il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois, et je trouve ça vraiment très bien fait. Ensuite, à peu près en même temps, j'ai enfin lu
Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman. J'avais vu la série il y a déjà 2 ou 3 ans et je n'avais pas encore découvert le roman. Et bien écoutez, c'est chose faite et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. On est donc ici sur une histoire dans laquelle un ange et un démon vont se retrouver bien malgré eux à collaborer parce que Dieu et le diable se sont un peu lancés dans une guéguerre et le diable doit amener sur terre l'antéchrist qui sera donc la destruction de l'humanité. Et donc cet ange et ce démon ont été chargés par leurs patrons respectifs de mener à bien leur mission et surtout d'arriver pour l'ange à faire que l'antéchrist finalement soit quelqu'un de bon et pour le démon évidemment à ce que l'antéchrist remplisse son rôle et détruise l'humanité. Cet ange et ce démon vont devenir amis par la force des choses et surtout ils vont beaucoup s'attacher à leur vie sur Terre. Ils ne veulent surtout pas que ça change. Et il va y avoir un énorme quiproquo qui va faire que tout ne va pas se passer comme prévu, vous en doutez bien, sinon on serait pas chez Pratchett et Gaiman. C'était très bien écrit, très drôle, j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude avec ces deux auteurs, c'est très intelligent, il y a pas mal de réflexions, mais c'est surtout fait avec beaucoup d'humour, un humour très anglais bien sûr, mais moi j'adore ça. C'est un roman assez court et donc si vous cherchez une petite lecture légère, mais qui est quand même pas mal de réflexions en fond et qui est une belle élégance dans la plume, et ben écoutez, c'est fait pour vous. C'est une pépite et je comprends réellement pourquoi c'est un classique et ça m'a rappelé également pourquoi ces deux auteurs font partie de mes auteurs préférés, surtout Gaiman. Ensuite, vous vous souvenez peut-être de ce roman dans la mesure où je vous en avais parlé dans un avis lecture qui avait duré peut-être plus de 45 minutes je crois. Il s'agit de La mer sans étoiles, donc The Starless Sea de Erin Morgenstern. On va suivre un jeune homme, Zachary. Zachary, quand il était petit, un jour, dans une ruelle, il est tombé sur une porte et il sentait en lui qu'il fallait qu'il l'ouvre, mais finalement il a décidé de ne pas l'ouvrir et il a continué sa vie comme si de rien n'était. Sauf qu'un jour, plus grand, il est à l'université et un jour il est dans la bibliothèque et il va ouvrir un livre et commencer à lire et se rendre compte que ce livre décrit en fait l'épisode qu'il avait vécu enfant, c'est-à-dire cette porte qui était apparue devant lui et qu'il n'avait pas ouverte. Et de là, la vie de Zachary va être complètement bouleversée. C'est un livre plein de poésie, plein de douceur, plein de tendresse et qui est surtout un bel hommage au livre et à l'amour des livres. On sent vraiment que ce livre a été fait par une amoureuse des livres, pour les amoureux des livres. Au début c'est un peu compliqué, on voit pas vraiment où on va, ça peut paraître un peu labyrinthique, un peu trop métaphorique, très méta par certains aspects, mais on voit au fur et à mesure l'image se dessiner et c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, c'est très touchant, c'est vraiment très émouvant. Si vous cherchez un roman fantastique qui a aussi un grand côté onirique et qui tourne autour du monde des livres, et ben écoutez, celui-là est fait pour vous. Peut-être que vous ne l'aimerez pas dans sa globalité, mais je pense que en tant que lecteur, on peut tous y trouver au moins un petit aspect qui nous plaira, et juste pour ça, vous devriez essayer. Ensuite, on passe à un thriller, j'ai lu au mois de septembre, The Axeman's Jazz de Ray Celestin. Pareil, cette saga, je vous en parle absolument tout le temps, c'est une saga de thriller historique, à chaque fois on s'inspire de faits réels. Dans ce premier tome, on est à la Nouvelle-Orléans et ensuite j'ai enchaîné sur le tome qui se passe à Chicago. Dans ce tome-ci, on va suivre l'enquête qui cherche à démasquer le tueur à la hache, qui est un tueur qui a réellement existé, et ça va nous permettre également de découvrir plusieurs enquêteurs que l'on retrouvera dans les tomes suivants, notamment Michael et Ida. J'adore ces romans, surtout pour ces personnages, mais j'aime aussi beaucoup la plume et la construction et surtout le soin et le détail qu'a apporté l'auteur dans l'aspect historique de ces romans. C'est vraiment très bien fait. C'est des thrillers qui, ma foi, changent un petit peu de l'ordinaire. Il faut pas se laisser rebuter par le côté thriller historique qui parfois, en effet, peut être un peu complexe dans d'autres romans. Dans celui-là, c'est très bien fait et c'est surtout très accessible. J'ai lu à la même période The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, qui est ici donc mon roman de science-fiction pour cette sélection. Je ne m'attendais absolument pas à un coup de cœur sur ce roman, j'en avais entendu de très bonnes choses et je savais que j'allais aimer, mais pas à ce point-là, honnêtement. On est ici sur un space opéra, on va suivre une jeune fille qui va intégrer l'équipage d'un vaisseau spatial. Cet équipage a pour mission de faire en quelque sorte du BTP dans l'espace, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, il a pour rôle de creuser des trous dans l'espace qui permettent à d'autres vaisseaux ensuite de pouvoir se déplacer de façon plus rapide. Et elle va donc intégrer cet équipage pour des raisons que l'on découvre ensuite. Elle cherche un petit peu à fuir quelque chose. Et en fait, ce roman, c'est en quelque sorte des tranches de vie autour des membres de cet équipage. Je me suis attachée énormément aux personnages. Je les ai trouvés très touchants, très drôles par moments et aussi très émouvants par d'autres. J'ai
j'ai hâte de lire la suite, notamment parce qu'on a l'apparition d'un nouveau personnage. Si vous avez lu ce roman, vous voyez pourquoi je dis nouveau entre guillemets, qui me pose beaucoup de questions. C'est un roman très inclusif et qui soulève pas mal de réflexions très intéressantes. Si vous cherchez de la science-fiction mais qui soit extrêmement accessible, hein, moi je rappelle que je suis un petit peu une débutante en science-fiction, eh bien écoutez, celui-là est fait pour vous. C'est assez court, c'est très bien écrit et je vous le dis, on s'attache vraiment beaucoup au personnage. Un joli petit coup de cœur du Plib 2022, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Ce roman, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais du mal à vous en parler, ben là ça va encore être pire vu qu'il est un petit peu moins frais dans ma mémoire, mais bon je vais faire de mon mieux. On est ici sur un roman qui à l'origine est une réécriture de conte et qui tire son inspiration de façon assez éloignée, plus précisément du conte de la princesse au petit pois. On va avoir trois sœurs qui sont trois sœurs d'origine noble qui vont être invitées chez un prince et ce prince en fait cherche à épouser quelqu'un et il veut faire passer à ses prétendantes des tests, d'où l'inspiration de la princesse au petit pois. Elles vont chacune passer le test et réussir ou non, je vous laisserai voir ce qui se passe et on va également avoir dans ce roman la présence de la servante de ces trois sœurs. Et ensuite, le roman prend une toute autre direction et j'ai pas envie de vous en dire plus. C'est un roman rempli de poésie, très élégant, très fin, plein d'esprit. Le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce roman, c'est raffiné. J'aurais pu aussi dire intelligent. Il y a énormément de jeux de mots. Une des forces de ce livre, c'est son langage. Il y a des anagrammes, il y a des subtilités de langage, il y a tout un tas de choses. Il y a évidemment les références au conte, comme je vous l'ai dit, donc on est en plus sur des jeux un petit peu méta dans le monde littéraire, mais il y a aussi beaucoup de messages dans ce livre, notamment sur la féminité et sur le rapport au corps des femmes, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. C'est un roman très court, donc franchement laissez-vous tenter parce que vous verrez pas les pages tourner. Encore une fois, c'est pas parce que c'est publié à l'école des loisirs que c'est réservé à la jeunesse, loin de là. Je pense qu'on peut tous y trouver notre compte, on a tous quelque chose à apprendre de ce roman et moi je sais déjà qu'il sera dans mes finalistes du Plib et je lui souhaite de tout mon cœur d'arriver au moins en 5 finalistes, si ce n'est de gagner le prix. Oui, on en est à ce niveau-là, ce livre est une merveille. Ensuite, un de mes coups de cœur plus récents, vous vous en souviendrez sûrement, il s'agit de What the Wind Knows de Amy Harmon. On est ici sur une fiction historique qui mêle un jeu passé-présent avec une jeune femme qui va perdre son grand-père. Son grand-père était d'origine irlandaise et elle va faire une sorte de pèlerinage pour retourner sur ses traces et découvrir qui il était réellement. Ce livre m'avait énormément touchée parce que c'est une histoire d'amour, mais pas forcément au sens où on l'entend. Oui, il y a une romance, mais c'est avant tout une histoire d'amour familial et également l'histoire de l'amour que des hommes peuvent porter à leur pays, en l'occurrence l'Irlande. Ici on aborde la question de l'indépendance irlandaise et plus tard de la guerre civile entre Irlande du Nord et République d'Irlande. C'était très touchant, c'était très bien écrit, c'était vraiment extrêmement émouvant. Ce livre est plein de douceur, plein de poésie, c'est littéralement plein de poésie parce qu'il y a beaucoup de références à Yeats. Ne vous laissez pas rebuter par l'étiquette romance qui a pu être mis un peu trop en avant à mon avis par certaines personnes. C'est une romance, oui, et elle est magnifique, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Donc je pense que ce livre peut plaire à un public qui d'habitude ne lit pas du tout de romance, donc peut-être donnez-lui sa chance. Et enfin, on termine sur mon deuxième thriller de cette sélection, il s'agit de 1991 de Franck Tillier. Vous savez à quel point j'aime Franck Tillier, je ne suis jamais déçue avec lui, et là c'est même l'opposé qui s'est produit. Il m'a vraiment surpris et mené par le bout du nez du début à la fin. Ça faisait un certain temps que ça m'était pas arrivé avec un de ses romans. Je commençais à croire que je connaissais Franck Tillier et là il m'a prouvé qu'il pouvait encore me surprendre. J'ai tout aimé dans ce roman. On est ici sur le préquel des aventures de Charcot, qui est donc l'inspecteur récurrent chez Tillier. On est ici au tout début de sa carrière de flic au 36 quai des Orfèvres et donc on va en apprendre plus sur lui, sa famille, mais également ce qui a fait la personne qu'il est devenu. Et j'ai trouvé ça parfait à tous les niveaux. J'ai trouvé ça très divertissant du fait que l'histoire se passe dans les années 90 et donc il y avait certaines choses qui m'ont clairement fait sourire. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits, j'ai trouvé que l'enquête elle-même était très bien ficelée et honnêtement je m'attendais déjà à aimer ce livre dans la mesure où je suis déjà très attachée à Franck Charcot à la base, mais Franck Tillier m'a montré qu'il pouvait aller encore plus loin et me faire encore plus aimer ce personnage. Bref, c'était un très bon thriller et pour ceux qui se posent la question, dans la mesure où c'est un préquel, et ben vous pouvez le lire même si vous n'avez pas commencé les enquêtes de Charcot par ailleurs. À la limite ça vous donnera des clés supplémentaires par rapport à nous qui avons découvert ces enquêtes postérieures avant.
celui-là. Donc écoutez, même si vous vous lancez dans la lecture de Tillier et en particulier de Charcot, et ben celui-là ça peut être une très bonne idée pour commencer. Et voilà, c'en est tout pour mon top 10 de mes lectures 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, c'était un petit peu confus j'ai l'impression par certains moments, mais j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire surtout si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou alors si certains vous font envie. Pensez bien à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, moi ça m'aide et ça aide aussi évidemment au référencement sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ou éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Ciao!